Leslie François Maninga voulait devenir président à tout prix, mais il ne s'imaginait pas que l'exercice du pouvoir en Haïti était si périlleux. En seulement quelques mois après avoir été élu président, son rêve s'est transformé en cauchemar. Leslie Maninga et le général Henri Nanfi s'affrontent dans un duel politique féroce pour le contrôle d'un pays meurtri par les années Duvalier. Nanfi, le vrai maître à bord, est déterminé à conserver le pouvoir coûte que coûte face à un François Maninga ambitieux mais isolé. Comment Maninga, ce professeur respecté, a-t-il été happé par le tourbillon du pouvoir? Comment ses idéaux ont-ils été broyés par les intrigues politiques et la soif de domination des militaires? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Seulement 4 mois après avoir été élu président, Leslie François Maninga est renversé par un coup d'État orchestré par les hommes du général Henri Nanfi, l'homme fort d'Haïti après le départ de Baby Doc. Jean-Claude Duvalier avait pris la fuite en laissant un pays en lambeaux, après près de 29 ans de dictature. Les militaires au pouvoir jurent par tous les dieux et les lois qu'ils vont coûte que coûte organiser des élections pour passer le pouvoir à un dirigeant légitime. Mais au fond, Henri Nanfi a le pouvoir et il fera tout pour le garder. Il aimait à le répéter à qui veut l'entendre, les soldats ne retourneront pas à leur caserne. Quand on a goûté au pouvoir, on ne le lâche plus. C'est comme une drogue. Les militaires qui ont à la fois la force des fusils et le pouvoir politique règnent par la terreur et la classe politique veut à tout prix prendre les choses en main et le peuple demande à ce que le pouvoir soit remis entre les mains du meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous, chacun se voyait dans ce rôle, certains plus que d'autres. Et dans cette course, Leslie François Maninga est bien placé. Tête bien faite et bien pleine, Maninga s'imagine être l'élu pour mener à bon port le destin du pays. Avant de vous raconter les intrigues et coups bas qui ont façonné les rapports entre Leslie Maninga et le général Henri Nanfi, laissez-moi vous présenter un bref portrait du professeur Maninga et vous comprendrez comment et dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir. Leslie François Maninga est l'un des intellectuels haïtiens les plus brillants de son époque. Né à Port-au-Prince en 1930 dans une famille d'enseignants, il a fait sa scolarité chez les frères de Saint-Louis de Gonzague avant d'obtenir en 1948 une bourse d'études pour Paris où il fait des études d'histoire et de philosophie, notamment à la Sorbonne. Il revient au pays et soutient la candidature de François Duvalier, séduit par les idées indigénistes de Papa Doc qui promeut à l'époque le noirisme et le nationalisme. Une fois arrivé au pouvoir, Duvalier le nomme directeur des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères et c'est à cette même époque qu'il crée à Port-au-Prince l'école des hautes études internationales qui deviendra par la suite l'INAGE, l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales. Mais la lune de miel avec Papa Doc ne fera pas long feu. En 1960, Leslie Maninga se retrouve en prison, accusé par le régime d'avoir participé à un mouvement de grève d'étudiants. À sa libération, il s'exile. On le retrouve aux États-Unis, en France, au Venezuela, où il travaille comme chercheur et professeur d'université. Et c'est à Caracas, au Venezuela, qu'il fonde son parti politique, Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP. C'est donc tout naturellement qu'après la chute des Duvalier, qu'il rentre au pays afin de jouer un rôle dans le nouvel édifice démocratique qui s'annonce. Après le départ de Jean-Claude Duvalier, un conseil national de gouvernement prend la tête du pays. Le chef d'état-major des forces armées d'Haïti, le général Henri Nanfi, devient l'homme fort du pays. Le contexte politique à l'époque est explosif. Les militaires exercent un pouvoir autoritaire face à la méfiance d'une population encore marquée par les années Duvalier. Les élections présidentielles qui devaient avoir lieu en 1986 sont annulées et reportées au 29 novembre 1987. Mais ces élections du 29 novembre 1987 sont interrompues par un bain de sang. Dans un bureau de vote à la Ruelle Vaillant, des hommes lourdement armés, soutenus par les militaires au pouvoir, ont saboté le scrutin et tiré à bout portant sur les électeurs qui se sont déplacés en masse pour voter. Près d'une trentaine de personnes sont exécutées et dans le reste du pays, d'autres personnes vont trouver la mort dans à peu près les mêmes conditions. L'objectif était d'empêcher la tenue de ces élections qui visaient à passer le pouvoir à des autorités légitimes. Donc, à qui profite le crime? Je vous laisse donc deviner.
Henri Namphy avait juré qu'il passerait le pouvoir à un président légitime, mais en coulisses, il cherche à imposer d'anciens duvalieristes. L'un de ses favoris pour ces élections présidentielles était Claude Raymond, chef marcoute notoire sous Papa-Doc et Baby-Doc. Mais le Conseil électoral provisoire invalide la candidature de Claude Raymond ainsi que plusieurs autres anciens dignitaires duvalieristes, conformément à la nouvelle constitution qui exclut pour une durée de 10 ans les anciens duvalieristes de toute participation à la vie politique. Sous pression de la communauté internationale et de la population haïtienne, les militaires sont contraints d'organiser des élections. On annonce alors de nouveaux scrutins pour le 17 janvier 1988. Les partis politiques refusent d'y participer, craignant que ces élections soient une manière de légitimer le régime militaire. Leslie François Maninga se porte alors candidat. Il est le seul des candidats crédibles. Les autres candidats sérieux comme Mac Bazin, Silvio Claude et Louis Desjoie refusent catégoriquement de participer à ces élections. Maninga exhorte les autres à participer aux élections afin de mettre un terme au régime militaire. Rien n'y fait, sa parole est ignorée. Mais en même temps, pour Maninga, c'est l'occasion rêvée de prendre le pouvoir. Il est le candidat le plus crédible de la course et, en plus, il a le soutien des militaires. Sans surprise, Maninga est élu président lors d'une élection entachée de fraude et boycottée par les partis politiques et au taux de participation insignifiant. Il n'y a même pas 10% de votants. Ces élections sont une mascarade. Tout cela entache la légitimité du nouveau président que certains considèrent comme une marionnette aux mains des militaires qui l'ont porté au pouvoir. On lui reprochera ses rapports ambigus avec l'armée accusée du massacre du 29 novembre 1987. Maninga, nouveau président, n'a ni le soutien du peuple, ni celui des Américains. C'est un président isolé. Leslie François Maninga rêvait du fauteuil présidentiel. C'était pour lui l'aboutissement d'une vie remplie et réussie. Mais à quel prix? Le professeur, tout cultivé qu'il était, avait aussi ce côté mégalo qui explique sa forte attirance pour le pouvoir. Il distribuait son CV sur 22 pages en détaillant tous ses diplômes et mentionnant la moindre conférence qu'il a donnée. Le titre de président de la République devait venir combler un parcours déjà très épais. Cela peut expliquer pourquoi il a accepté le pouvoir dans des conditions si étranges, mais au fond, peut-on le lui reprocher car l'ambition n'est pas toujours quelque chose de négatif. Mais l'ambition personnelle, quand elle se place au-dessus d'une certaine moralité, peut en effet poser problème. Mais Maninga n'était pas dupe. Il savait que les militaires supportaient sa candidature, mais pensait pouvoir jouer de la situation à son avantage. Mais il a tort. Bientôt, un conflit éclate au grand jour entre le nouveau président et l'état-major de l'armée. Maninga nomme Martial Célestin comme Premier ministre sans consulter le général Henri Namphy. Les militaires sont furieux et Namphy commence à adopter une position de plus en plus critique vis-à-vis du gouvernement. D'autant que Maninga pose la question de la dissolution de la police et de l'armée. Des propos inacceptables pour les militaires et pour Namphy en particulier. Les proches du général, ses amis de boisson le poussent à agir. Oui, le général s'entourait surtout de ses compagnons de boisson qui étaient aussi pour la plupart des hauts gradés de l'armée. On connaît l'intérêt de Henri Namphy pour l'alcool. D'ailleurs, on le surnommait 5 étoiles. Pas pour ses galons de militaire, mais pour son goût pour le rhum haïtien bien connu. Fermons la parenthèse. Donc, le fait que le nouveau président se passe de l'armée pour prendre ses décisions, cela met le général en rage. Un nouveau coup de force se profile. Le général qui veut rendre la monnaie de sa pièce au président se permet à son tour de prendre des décisions importantes sans consulter le chef de l'État. Il décide de transférer au quartier général de l'armée le commandant du bataillon des casernes des Salines, le colonel Jean-Claude Paul. Celui-ci appelle alors le président pour protester contre son changement de poste. Furieux de n'avoir pas été mis au courant, Maninga annule le transfert du colonel Jean-Claude Paul en rappelant aux militaires que c'est lui, le président, et qu'en tant que chef constitutionnel de l'armée, aucune décision importante du fonctionnement de l'institution ne peut être prise sans qu'il ne soit au courant. Pour cet acte d'insubordination, Henri Namphy, qui voulait jouer au plus malin, est démis de ses fonctions et accusé de fomenter un coup d'État contre le président. Maninga
vient de marquer un joli coup. Mais la victoire sera de courte durée. Ce qui devait arriver arriva. Le 20 juin 1988, l'armée orchestre un coup d'État contre Leslie François Maninga et remet le pouvoir à Henri d'Amphi. Chassé du pouvoir après seulement 4 mois et 5 jours, le professeur prend la route de l'exil. Et bientôt, le général Henri d'Amphi connaîtra lui aussi le même sort. Il sera renversé par le général Prosper Avril et s'exilera en République dominicaine avec l'immense fortune qu'il a amassée en Haïti. Pendant son exil, Maninga retourne à ses activités de professeur d'université. Mais quand il apprend, quelque temps après, que la juge Herta Pascal Trouillot a été désignée présidente provisoire pour organiser les élections, Maninga se croit en droit de reprendre sa place. Il veut revenir au pays en président de la République. Herta Pascal Trouillot, qui ne s'est pas laissé intimider par l'aura du grand professeur, oppose une fin de non-recevoir à Maninga et lui propose par contre de revenir dans son pays comme citoyen libre et en candidat à la présidence s'il le souhaite, mais pas en tant que président autoproclamé. J'ai consacré une émission complète à Herta Pascal Trouillot qui évoque cette histoire. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. On revient donc à la case départ. Henri d'Amphi reprend les rênes du pouvoir à la suite du coup d'État contre Maninga. Entre-temps, comme je viens de le signaler, Maninga reprend ses activités de professeur d'université. Il enseigne à Paris et observe attentivement la vie politique haïtienne. En 1990, il revient en Haïti et constate que le pays a changé. Le nouvel homme fort d'Haïti s'appelle Jean-Bertrand Aristide et il écrase tout sur son passage. Il est tellement populaire que Maninga ne voit pas comment il pourra trouver sa place. Les années Aristide, il les a vécues dans l'opposition avec son parti en essayant d'incarner une alternative. En 2006, il croit sa chance arriver lors des élections présidentielles. Candidat le plus crédible de ces élections, il s'y voyait déjà. Mais pas de bol, René Préval est élu président. Maninga est battu et abattu. Au lieu d'accepter sa défaite, il dénonce un coup d'État par les urnes. Il est tellement amer et déçu qu'il interdit à sa femme fraîchement élue au Sénat de siéger à l'Assemblée nationale. Myrlande Maninga, juriste et politologue qu'on croyait être une femme libre, s'est pitoyablement écrasée devant la volonté de son mari. Et cela, les électeurs ne le lui ont jamais pardonné. On l'a dit, Leslie François Maninga est incontestablement l'un des plus brillants intellectuels haïtiens du XXe siècle, mais sa tentation du pouvoir a été peut-être le drame de sa vie. Il l'a dit d'ailleurs dans une interview au journal Le Nouvelliste en 2004. « Si j'étais resté en France, je serais resté un historien. C'est à cause d'Haïti que j'ai dû engager la bataille politique. » Mais l'autre problème de Maninga, c'est sa façon de débarquer dans l'arène politique en conquérant. Comme s'il est le gagnant naturel des jeux. Et Haïti lui a appris cette vérité à ses dépens. Rien n'est jamais acquis d'avance, même pas au plus doux d'entre nous.